Salut Danol, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balbotine. Et aujourd'hui, je vais balboter avec Amaury, Salut. plus connue sous le nom de Anne-Marie Condom. Tu es une drag queen rennaise. Merci beaucoup de prendre le temps en ce mois des fiertés de venir sur Balbotine. Tu as participé à la Pride de Rennes, j'imagine? Oui, oui, tout à fait. C'est toujours un grand, grand événement. Je pense que depuis que j'ai commencé le drag, j'y suis tous les ans, sans faute. C'est toujours très bien. Puis en plus, cette année, avec une autre drag de Rennes qui s'appelle Melody Spritz, on a organisé un after Pride. Donc, du coup, de 17h à 23h55, en gros, on accueillait dans un bar juste à côté du lieu de rassemblement, juste à côté du village des Fiertés, toutes les personnes qui en fait voulaient s'amuser un petit peu. Donc on a fait un petit bingo, on a proposé une scène ouverte aussi, tous les gens qui voulaient s'inscrire pour, faire une première expérience, une toute première expérience de scène et beh, du coup, c'était possible. Il y a eu du monde quand même, on a eu, 6 inscrits, je crois. Le drag, souvent il y a genre 2 dates anniversaires pour les drags, c'est soit le mois des fiertés, soit Halloween. Moi, j'étais un peu différente, moi je l'ai fait pour mon anniversaire à moi. Les dragues font partie de la Pride. C'est assez récent ou c'est historique? Pour moi, c'est assez historique quand même. Même avant de commencer le drag moi-même, j'ai souvenir quand même d'avoir vu des drags, sur les prides, que ce soit à Rennes ou à Paris, parce que j'ai fait celle de Paris, je pense, avant d'avoir fait celle de Rennes et il y avait déjà des drags, bah, c'était pas les drags d'aujourd'hui, hein, c'était souvent, plutôt, ce qu'on appelait des transformistes ou ce qui elles s'appellent d'ailleurs souvent comme ça elles-mêmes. Donc plutôt des drags de cabaret ou de club. C'est un peu des figures de proue, hein, finalement, du mouvement LGBT de toute façon, hein. Mais à Rennes, par exemple, ça n'a jamais été une priorité. On a très peu de chars déjà. Enfin, c'est pas un truc qui est très, très répandu, à Rennes, pour des raisons de sécurité surtout. Et les drags n'ont pas forcément toujours, le beau rôle entre guillemets sur ces chars-là. C'est pas comme à Nantes, par exemple, où les chars sont vraiment peuplés de drags. Entre Rennes et Nantes, il y a vraiment une différence entre ces deux villes sur la visibilité drague de la Pride. Nantes, je la fais quasiment tous les ans aussi. Ça fait depuis quelques années et en fait, c'est assez impressionnant, quand on fait la Pride de Nantes. Tous les commerces ont un drapeau LGBT, Mhm. au-dessus de leurs portes. La mairie, elle a mis des drapeaux sur tous les lampadaires, plein d'endroits, en fait. Il y a des fanions, il y a des trucs. Enfin, vraiment, tu sens que c'est vraiment important pour la mairie là-bas. À Rennes, il y a rien. L'année dernière, il y en avait un sur la mairie. J'ai pas vérifié s'il y était cette année. C'est assez étrange d'ailleurs pour une ville comme Rennes. Je discutais avec des militants queer qui ont été au festival Yawank qui se tient à Rennes et qui justement étaient assez surpris de voir une vraie belle communauté queer pendant ce festival. Oui, par contre, effectivement, quand tu te balades dans la ville, même en temps normal, hein, c'est pas forcément uniquement en juin, mais même en temps normal, la communauté queer, elle est là. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de drag queen? J'ai toujours aimé, tout ce qui est théâtre, scène, tous les stand-up, les choses comme ça. Quand j'étais petit, on regardait beaucoup Le Plus Grand Cabaret du Monde, c'était un gros truc. Alors bon, Patrick Sébastien maintenant n'empêche qu'à l'époque, il mettait quand même, il donnait la part belle quand même à des artistes cabarettistes, dans son émission et c'était quand même très, très cool, surtout, en étant quelqu'un qui est moi j'ai grandi en campagne, hein, j'habitais Calan, à côté d'Hennebont, dans le Morbihan et donc du coup, enfin c'est littéralement la campagne. Puis j'ai des parents qui sortaient très peu. On restait beaucoup à la maison, en fait, on n'allait pas au restaurant, on n'allait pas voir des spectacles. Mon premier concert, je l'ai vu, j'avais 20 ans, enfin, sauf Festival Interceltique, en fait, où on y allait un peu plus, mais du coup, c'est vraiment de la musique, plus quand même celte, et cetera. Donc j'ai été bercé par ça, mais par contre, tout ce qui est cabaret, qui est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi, je le voyais que à la télé. Et donc du coup, ma première fois en drague, j'avais 9 ans et c'était, pour un nouvel an en fait, et j'étais déguisé en drag queen. Je m'étais pas maquillé moi-même, ma mère m'avait aidé, même si elle se maquillait jamais, donc du coup, je te laisse imaginer ce que ça donnait. J'avais acheté une perruque, mais sauf que, bah, à l'époque, pour trouver des perruques, bah, c'était hyper compliqué. On allait dans des magasins de costumes et c'était des perruques de clown. Et puis, une mini jupe en laine qu'on avait empruntée à une voisine, des collants en satin blanc, une chemise en pareil, blanche, des petits gants et des talons quand même, qu'on avait empruntés à une voisine qui était, assez petite.
et donc du coup, ça marchait pas mal, mais c'était très drôle, hein. J'ai passé ma meilleure vie, hein. Mais ta mère était hyper ouverte d'esprit, ça elle s'est pas dit: «Oh là là, mon petit garçon, veut se travestir», ça lui a pas fait peur? Pas à l'époque, je pense que c'était, bah, voilà, on avait vu en plus, c'était les années 90, donc tu avais, c'était la fin des années 90, mais c'était quand même les années 90, donc tu avais, tu vois, tu avais quand même pas mal de drag queens qui étaient, dans les médias. Tu avais, Marie-Thérèse Porcher, tu avais, Marianne James, tu avais, Let Me Be a Drag Queen qui était sortie, à la radio, tout ça. Donc tu avais des gens quand même un petit peu partout. RuPaul était un petit peu connu même en France. Enfin, c'était des mine de rien, c'était quand même un petit peu dans le climat médiatique de l'époque. Je pense que c'était plus ou moins à l'époque où j'ai une cousine lesbienne qui venait de faire son coming out et donc du coup qui nous envoyait des photos d'elle à la Pride de Paris et tout ça. Et en fait, je pense que du coup, ça a un petit peu éveillé entre guillemets mes parents par rapport à tout ça. Mais j'avoue qu'ils se sont jamais trop posé de questions. Et du coup, quand j'ai fait mon coming out à 24 ans, genre bien plus tard, j'ai grandi en campagne du coup, et du coup, je me suis battu contre pas mal d'homophobie internalisée, qui ensuite s'est transformée en folophobie, hein, évidemment. Donc, repoussé un petit peu par les hommes trop féminins, etc. Ça me faisait trop bizarre. J'aimais pas trop ça et tout. Et c'était très étrange, hein, comme période. Et donc, du coup, je me refusais un petit peu de me travestir. C'était un truc où je me disais, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre un peu de me sentir mal. Et pour mes 24 ans, j'ai fait mon coming out. Mes parents ont très, très bien pris ça, hein. Mon père était assez âgé, il avait presque 70 ans déjà, un peu plus de 70 ans déjà. Je croyais qu'il allait très, très mal le prendre, hein, parce que forcément, un homme plus âgé et tout, ça peut poser problème. Et en fait, pour lui, ça a été un non-événement. Et donc, du coup, premier déguisement un petit peu drague, enfin, donc c'était quand j'étais petit. Puis ensuite, pour mes 25 ans, on a réessayé le truc pour mon anniversaire. C'était un peu en mode, allez, voilà. Et en fait, le maquillage était tellement horrible, tellement un échec cuisant. Et pourtant, je m'étais entraîné avant et tout, hein, mais échec cuisant que je me suis dit, non, mais clairement, je suis pas fait pour ça. On va arrêter les dégâts. C'était cool, on a passé une bonne soirée, mais c'est fini, quoi. Et puis après, j'ai connu Drag Race Ouais. aux États-Unis, hein, d'abord parce que voilà, je les téléchargeais sur un forum qui parlait de Drag Race. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à les regarder. Il y avait ça, il y avait j'avais aussi créé un compte Netflix aux États-Unis avec un VPN, et donc du coup, je payais quand même Netflix, mais aux États-unis sur une adresse fictive. C'était complètement illégal, hein, mais bon, au moins je payais quand même. C'était l'époque de la débrouille, tout se C'est- passait un peu en C'était ça. sous-main, via des forums, fallait vraiment Ah le ouais. vouloir quoi, pour avoir accès Ah à ouais. ces médias-là. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que c'était possible d'avoir une carrière là-dedans, que ça marchait, que ça avait du succès. Parce que quand j'ai commencé à regarder, il devait déjà être à la saison 5, je pense. À force de regarder, tu vois les gens se maquiller dans le miroir, tu vois les queens se préparer et tout ça. Et en fait, à l'époque, dans Drag Race, ils montraient beaucoup plus de choses. Ils montraient beaucoup plus de moments maquillage, de moments coiffage de perruque aussi. Donc c'était vraiment sympa. Et donc je me suis dit, bon, allez, du coup, pour mes 30 ans, on recommence, mais cette fois-ci, je m'entraîne bien plus en avance. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je venais de revenir à Rennes, donc c'était un petit peu la meilleure opportunité. Du coup, je me suis dit, j'ai privatisé un bar avec des amis, parce que j'ai 2 amis qui sont nés le même jour que moi. On a ramené nos potes, et puis le thème, c'était un peu genre, allez, gender bending, fluidity, etc. Et les gens ont vraiment joué le jeu, et donc c'était ma première fois en Anne-Marie. Vraiment ce nom en plus, Anne-Marie. Anne-Marie parce que ça ressemble phonétiquement à Amaury ou rien à voir? J'ai habité 1 an en Irlande. J'étais prof d'anglais en fait avant, et donc du coup j'ai fait des études d'anglais, et j'ai travaillé 2 étés en Angleterre, en Cornouailles, et la deuxième année j'ai même enchaîné avec 1 an en Irlande, où j'étais lecteur à l'université de Galway. Et en fait, quand j'étais en Angleterre et ensuite en Irlande, quand je disais mon prénom pour la première fois, il y avait beaucoup de gens qui le con Oh non.
Tu disais que donc tu étais à Galway pendant 1 an? C'est ça. Et en fait, je disais que j'ai un collègue en Angleterre qui un jour était venu me voir, donc quand je travaillais l'été, je travaillais dans un petit centre d'attractions, c'était assez, fun. Et bref, il est venu me voir et puis il me dit ça faisait quand même 2 ans, hein, que je travaillais là-bas, enfin 2 étés quoi. Et il vient me voir et il me dit: «Mais en fait, ton prénom, c'est pas Anne-Marie». Et du coup, moi, je suis resté un peu estomaqué, je dis: «Bah non». Ça ne l'a jamais été? Et bah, non, ça n'a jamais été. Et il me dit: «Ah bah oui, parce que je viens de le voir écrit, c'est pas du tout Anne-Marie». Je me disais aussi, ça faisait bizarre comme prénom pour un homme, quoi. Voilà. Et j'ai eu le malheur de le raconter à des amis et en fait, depuis, ils m'appellent Anne-Marie. Donc du coup, c'était un peu le truc, quand j'ai commencé direct, c'était bon, bah, j'ai pas trop le choix, en fait. J'ai essayé autre chose, hein, j'ai essayé d'autres noms et puis en fait, c'était un peu en mode: «Bah non, en fait, ça ne sert à rien, ça n'est» c'est déjà imprimé sur mon front, donc bon. Comment se porte le drag en Bretagne? Ah, le drag en Bretagne se porte très, très bien. OK. On est sur un terreau fertile, je sais qu'à Rennes, il y a plus de 150, drags, je dirais, enfin de 150 personnes qui se sont au moins essayées, au drag, à un moment donné. Je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine qui fait régulièrement du drag, même si c'est que 2 3 fois par an, mais c'est quand même relativement régulier, pour quelque chose, comme ça, quoi. Et à côté de ça, on est, je pense une petite dizaine à tourner très régulièrement et on doit être 3 ou 4 à viser la professionnalisation, quoi. Oui, donc c'est un statut Mais d'intermittent du spectacle, pour les voilà, dragues? tout à fait. C'est soit ça, soit l'auto-entreprise, mais du coup, en fait, c'est assez flou, le statut du drag parce que, par exemple, l'animation de jeu, ça ne passe pas dans l'intermittence, c'est considéré comme de l'animation, donc du coup, ça serait D'accord. plutôt de l'auto-entreprise. Et par contre, un spectacle, bah, c'est pas de l'auto-entreprise, ça rentre pas là-dedans puisque Ah c'est, ouais! un statut d'artiste, donc normalement, ça passe dans l'intermittence. Donc c'est un peu le problème. Moi, je considère que quand il y a un bingo, par exemple, le fait est que je fais un show quand même. Donc en fait, je considère qu'on me rémunère pour le show et que, l'animation, c'est Un plus. un bonus en gros, Ouais, ça va OK. avec. Tu en fais beaucoup Ça des va bingos, avec. j'ai vu. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que les gens adorent. Je pense que c'est pas très difficile, c'est des règles relativement simples quand même et en fait, il y a des trucs à gagner, c'est fun, on dit plein de blagues, ça demande pas des masses de réflexion, voilà. C'est pas un blind test quoi, c'est vraiment plus facile. Après, je fais aussi des bingos musicaux. J'ai 2 ou 3 formats différents de bingos musicaux, selon la durée, selon la complexité, selon le public aussi et du coup, c'est assez fun parce que, ça remplace les numéros et du coup, ça donne pour le coup cette fois-ci un petit côté, blind test en plus qui est assez sympa. Donc j'ai des karaoke quiz aussi, que j'aime beaucoup, où là, c'est un blind test pur et dur, sauf que, quand tu as reconnu la chanson et si tu veux gagner des points supplémentaires, il faut venir la chanter. La chanson s'éteint et les autres vont devoir deviner maintenant avec toi qui chantes. Tu rajoutes un peu des complexités comme ça, c'est fun. C'est quel public qui vient, à ces bingos? C'est très hétéroclite? Est-ce qu'il y a des jeunes, des vieux? Il y a vraiment de tout. Ah, OK, trop En bien. fait, ça dépend plus de l'endroit. D'accord. Ça dépend plus de l'endroit. Il y a clairement des lieux où c'est plus un public queer, du coup de tous les âges, hein, mais essentiellement queer. Et puis après, bah, il y a des fois où on va se retrouver, on va aller dans d'autres lieux où là, on aura un petit peu de tout, quoi. Donc on a parfois des publics qui vont d'enfants, hein, de 10-13 ans, je dirais, à des personnes un peu plus âgées, hein, de 60-65 ans. Pour beaucoup, ça ouvre aussi pas mal les yeux sur les réalités un petit peu de la communauté, sur les difficultés, parce qu'on n'hésite pas à passer des messages évidemment pendant tous les shows, hein. Donc ça pour beaucoup, ça fait office un peu de je dirais peut-être pas bouleversement, mais en tout cas de prise de conscience. Quand tu arrives dans un espace public en drague, déjà, il y a une discussion à avoir. Mmh. Il y a déjà une discussion à avoir, même si la discussion elle est intrinsèque, elle est camouflée par le fait de juste être là. C'est pas forcément une discussion avec des mots, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Mmh, Il y a quand mmh même une mh. prise de conscience, il y a quand même une interrogation qui se pose, on est quand même là, quoi. La Donc présence en tant que telle, c'est déjà une petite forme de militantisme. ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, quand on a commencé le drag, enfin quand moi j'ai commencé le drag,
Donc du coup, première sortie donc le fin septembre 2018 et deuxième sortie avril 2019. Donc il y a eu un petit temps quand même, entre les 2 et je me souviens, on était allés aux 25 ans d'SOS Homophobie qui organisait dans un bar un blind test, en fait. Et donc du coup, j'étais allé là et à cette occasion, on avait rencontré, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Evaporé, Oui, notamment, oui. qui venait d'arriver sur Rennes, il y a pas très longtemps, peut-être 1 an et qui déplorait un petit peu l'absence de scène drague, justement sur Rennes. Et puis là, on se retrouve nez à nez et le courant passe hyper bien dès le début, vraiment trop cool, une super personne. Il y avait aussi Denise Van Tweed qui est plus sur Rennes maintenant, qui est partie, malheureusement qui, pour son travail, a dû partir en Angleterre, pour quelque temps et qui organisait avec SOS Homophobie justement ce blind test et avec qui on a donc c'était un petit peu les 3 membres, donc on s'est rencontrés d'abord, après on a rencontré d'autres gens et c'est devenu Rennes Dragopol, par exemple. Donc on a commencé à faire, ce qu'on appelait des soirées sociales. On se mettait en drague et on allait au bar. Ça n'allait pas plus loin, on faisait pas de perf, il y avait rien, hein, c'était pas de la performance, c'était vraiment juste, on se mettait en drague et on allait au bar. Il y avait 5-6 bars, qui nous accueillaient, avec grand plaisir et en fait, c'était très cool parce que ça permettait d'ouvrir, d'ouvrir la discussion avec des habitués de ces bars-là et donc on avait souvent, des questions. On s'était vraiment, «Ah, ça va? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes en drague? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Qu'est-ce que c'est votre DA? Pourquoi vous êtes là, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet d'expliquer ça autour d'une pinte avec des gens qui, du coup, venaient eux-mêmes nous parler, donc sans animosité. Mmh. Des gens qui étaient pas forcément, convaincus, mais du coup, on leur explique et ça se passait très bien. Un jour qu'on était dans un bar où il y avait vraiment pas beaucoup de personnes, on a demandé au patron qui était un ami d'Eva, on a demandé si on pouvait mettre de la musique et puis, bah, faire du lip sync en fait sur scène parce qu'on enfin moi j'en avais jamais fait, il y en a on était plusieurs à n'avoir jamais fait de lip sync donc on s'est dit: «Bon pourquoi pas? Après tout il y a personne, on dérangera personne». Et clairement, il y avait genre, 2 tables, d'installer 2 tables de 4 personnes et en fait il se trouve que, bah, ces 2 tables de 4 personnes ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire et nous ont regardés et nous, on avait meilleure vie, quoi. On s'est trop amusés et du coup, on s'est dit: «Ah tiens, on va le refaire et cette fois-ci, on va mettre un petit mot sur les réseaux». Parce qu'on avait créé notre Insta Drag, déjà à l'époque. On avait mis un petit mot sur les réseaux en mode: «Ah bah, du coup, hop, on investit la scène de la Fée Verte, tel jour, à telle heure, si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas et puis, bah, si vous voulez venir sur scène aussi, n'hésitez pas» et on est arrivé ce jour-là et le bar était plein. Ici, dans Bâle-Bretagne, je parle aussi beaucoup de la Bretagne, de la culture, bretonne et tu me disais en off tout à l'heure que tes grands-parents, que malheureusement tu n'as pas connus, parlaient breton. Oui. Tes parents le comprenaient du coup, le breton? Oui, bah, oui, puisque les grands-parents parlaient breton pour pas que les enfants comprennent. Ce qui fait d'ailleurs que quand mes parents se sont mariés, ils se sont mariés 9 mois après s'être rencontrés. Du coup, ça a pas mal jasé. Il y avait deux petites, vieilles qui, parlaient, comme ça devant ma mère et sa mère, à la boulangerie et qui étaient en train de dire: «Ah oui, la fille Le Rouzic, elle se marie parce qu'elle est enceinte». Et puis l'autre disait: «Ah bon, tu la connais toi?» «Ah oui, oui, je la connais bien». Il y avait ma mère juste derrière, hein. Et elles parlaient en Donc, breton de entre elles? toute évidence, du coup, En ma mère pensant que ta mère comprenait et comprenait donc pas? exactement, sauf qu'en fait, elle n'avait pas capté que c'était elle, puisqu'en fait, elle la connaissait pas, c'était juste des commères, en fait, c'était vraiment le truc et donc ma mère leur avait fait une réflexion, je sais plus laquelle exactement. Elle nous raconte souvent l'histoire, mais je me rappelle plus ce qu'elle leur avait dit, enfin bref, c'était du coup très drôle, donc elle comprend le breton, mais effectivement, elle le parle pas. Tes parents ont été un peu, militants dans les années 60-70 quand il y a eu justement un peu ce réveil des consciences, bretonnes ou pas du tout? Non, ils étaient pas trop militants, tu sais, moi, j'ai des parents un peu spéciaux, dans le sens où, c'est des gens très bohèmes. Donc, tous les étés, on les passait en caravane, dans des terrains qui n'avaient pas l'électricité ni l'eau courante au début. Puis, on a eu l'eau au bout d'un moment, mais on passait donc 2 mois vraiment très roots, dans un terrain, au milieu d'un bois, pas très loin de la mer à Plouhinec là. Mais par contre, ils ont toujours voté à droite jusqu'à ce que je sois assez grand en gros pour leur dire que, bah, jusqu'à je pense mon coming out en fait. D'accord. Jusqu'à cette époque-là où je leur ai dit qu'en fait, bah, leur vote, me faisait activement du mal et du coup, c'est à peu près l'époque où ma mère m'a dit: «Écoute, moi de toute façon aujourd'hui je ne vote plus pour moi, parce que je suis, vieille».
Donc je ne vote plus pour moi, maintenant je vote pour toi. Donc tu me donnes tes consignes de vote et je voterai ce que tu veux». Mon père est décédé du coup, juste avant que je commence le drag. OK. C'était un grand, genre vraiment juste avant, hein, genre de 2 mois avant. Donc ça a été un grand chamboulement et du coup, elle touche une pension de réversion parce qu'il était, travaillait à l'Arsenal, il était plongeur scaphandrier. D'accord. C'est pas forcément le métier de tout le monde, hein. Et bref et donc du coup, elle touche une pension de réversion et donc forcément, elle va pas voter pour la droite aussi parce que clairement, c'est pas les gens qui veulent qu'elle garde ce genre d'avantage, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça, elle prend conscience, de ce que la droite fait aujourd'hui et du mal que ça peut lui faire aussi à elle et aux Mmh, mmh, retraités en mmh, règle mmh. générale. Je crois que j'ai des parents qui sont pas très politisés, en fait. Certainement que ton père dans son travail évoluait dans un milieu très à droite aussi, hein? Probablement Ouais. et puis, ils étaient clairement gaullistes, hein, tu vois? C'était, bah, attends, ils ont vécu dans l'après-guerre, De Gaulle, c'était un personnage très important donc bon, bah, ils sont un peu partis, ils ont commencé, je pense, à ce moment-là et puis ils ont jamais viré à gauche, mais pas par conviction. Je pense que c'était par, habitude. Leur mode de vie est beaucoup plus à gauche. Ils sont intéressants sociologiquement tes parents parce que tu me dis un mode de vie un peu bohème et j'étais en train de calculer, je me dis: «Oui, bah, ils avaient la vingtaine, au moment de mai 68 quoi». Donc Ouais. au moment où, De Gaulle, ouais, c'est bon, la jeunesse en avait plein le cul, mais malgré tout, gaulliste, jusqu'à ce que tu leur dises, bah, qu'en fait non, ce vote-là ne te Ouais. fait pas du bien. Ouais. Je sais que mai 68, ils l'ont pas fait. Mon père, il a commencé à travailler à 14 ans, ma Ouais. mère, à peu près pareil, je pense, ou à Mmh 16 mh. ans, je crois, à 16 ans. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux? Enfin, à 20 ans, ils avaient déjà des années de travail derrière eux, ils étaient déjà mariés. Enfin, quand ma mère avait 20 ans, en tout cas, elle était déjà mariée, mon père, était un petit peu plus âgé, mais enfin, il avait 4 ans de plus, quoi. Mais et donc du coup, c'était très, très loin d'eux, en fait, tout ça. Eux, ils étaient dans un schéma très classique, d'ailleurs, ils ont eu des enfants parce qu'il fallait avoir des enfants. Je pense qu'ils nous ont beaucoup aimés, hein. Ils ont eu, 3 enfants, ils en ont perdu 2, ils ont eu une vie très compliquée. Ouf! Ils ont eu, très difficile et j'ai une sœur qui est handicapée mentale. Moi, je suis né avec un bec de lièvre, enfin des fentes labiopalatines. Tu vois, ils ont pas eu non plus, ils ont pas eu une vie facile en termes d'enfants et tout ça, mais ils ont eu des enfants parce que c'était traditionnel. Mmh, Si c'était un couple moderne, aujourd'hui, ils n'auraient pas eu d'enfants parce d'accord. ils se suffisaient à eux-mêmes, en fait OK. et ils s'autosuffisaient et je pense que c'est pas des gens qui auraient eu des enfants si c'était pas attendu d'eux par la société et que c'était pas traditionnel, quoi. J'ose espérer que maintenant il y a un peu plus de réflexion de: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'être parent ou pas? Est-ce que je le fais par envie ou est-ce que je le fais par réflexe?» Clairement, ils en avaient envie quand même. Moi, quand je suis né, ils ont eu un enfant tous les 9 ans. On peut pas dire que j'ai pas été voulu. Ils le voulaient leur enfant, ils voulaient un garçon, ils voulaient leur garçon parce qu'ils ont eu 2 filles avant, ils voulaient un garçon. Bon, bah, ils l'ont eu et à côté de ça, par contre, c'est des gens très, très ouverts, c'est des gens très gentils, c'est des gens, toujours très généreux. Enfin, mes parents ont jamais hésité à accueillir, leurs amis dans le besoin, par Mmh mh. exemple, ou, à tendre la main à des gens de la famille, qui n'allaient pas bien ou quoi que ce soit, ou même des amis ou même des gens autrement. Enfin, pour le coup, la générosité, c'est quelque chose, qui est très, très présent dans notre famille, donc on a de la chance pour ça, Mmh. c'est vraiment très bien. Mmh. Ceci dit, quand j'ai commencé le drag, ma mère a eu des réactions très, très violentes. Bah, du coup, le jour de mon anniversaire de mes 30 ans, donc 2 mois après la mort de mon père, quand je lui ai dit que, on a mangé ensemble le midi et en fait, je lui ai dit: «Bon, bah, ce soir, j'ai réservé un bar, on y va, j'y vais et je me mets en drague». Donc je me travestis et tout ça et elle m'a dit: «Bah, heureusement que ton père n'est pas là pour le voir». Sauf que c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Elle ne se rappelle pas l'avoir dit. Depuis, c'est devenu ma plus grande supportrice, quoi. Elle a eu peur, je pense, de perdre son fils, en fait. Je pense qu'elle a confondu vraiment, le drag et la l'identité de genre. Tu le disais, ils ont voulu un fils. Ils ont voulu, Ils ont un voulu un 3e fils, enfant tout à et que fait. ce soit un garçon, quoi. C'est ça. Mmh. Elle a eu un petit peu ce côté, panique, tu vois? Panique à OK. bord, «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu trop de changements et je ne peux rien y faire» Elle venait de perdre son et mari, elle s'est dit: «Est-ce que je vais perdre aussi, mon fils?» Malheureusement, parfois dans la colère ou dans le deuil, on dit des choses qu'on regrette,
ou dont on ne se souvient complètement. pas effectivement, comme tu dis. Du coup, il a fallu attendre, 1 ou 2 ans. On a fait une pride, la première pride de Lorient, à laquelle on est descendu avec des membres de Dragopol justement et on s'est, préparés, chez ma mère, qui nous a, tous, accueillis avec grand plaisir parce que voilà, encore une fois, générosité quoi. C'est, «Ah Mmh. mais vous avez quelque part à dormir? Venez, venez, on a de la place». Bon, voilà et hem et puis là, elle a vu le temps de préparation, elle a vu ce que ça donnait, elle a vu que ma personnalité, elle était exacerbée par le drag, elle était pas, diminuée, que je disparaissais pas, mais qu'au contraire, je me révélais quelque part C'est ça. Mmh. et du coup, à la fin de ce week-end-là, elle m'a dit: «J'ai compris». OK. Ça a été un tournant total, maintenant elle vient quand elle peut parce que bon, elle est quand même assez âgée, des problèmes à se mouvoir un petit peu, Mmh mh. mais elle est venue à plusieurs de mes shows, Mmh. notamment quand je viens à Lorient et ça se passe trop bien. Elle est hyper contente, de voir, je suis toujours sa préférée évidemment et voilà quoi, c'est donc ouais, beaucoup d'évolution dans cette famille. Mmh. Est-ce que tu as eu envie de t'engager politiquement? Est-ce que tu as déjà fait campagne? Est-ce que tu as été candidat sur, des listes aux municipales, par exemple? J'ai vu sur ton compte Instagram que tu avais partagé, le soutien au NFP, par exemple, lors des législatives de 2024. Ouais, tout à fait. Oui, gros soutien, NFP à l'époque et je suis un très gros soutien du LFI maintenant, de la Ouais. LFI aussi maintenant et c'est, parce qu'à mon avis, c'est juste le seul parti qui est le digne héritier du NFP et qui, à mon avis, a le seul programme, le seul, à même bah, en vrai, de nous sauver, en fait, parce que ça va pas être un miracle, ça va pas être tout de suite, ça va peut-être pas être, grâce aux figures de proue de la LFI, telles qu'ils sont actuellement. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en fait, à un moment donné, on vote pas pour des personnes, on vote pour un programme, Mmh on vote mh. pour une idée et là, c'est le bon programme, à mon avis, Mmh. ou en tout cas un des meilleurs. Sinon le meilleur et ça nous avance vers ça donc effectivement là non, je n'étais pas, je j'ai pas fait campagne, je me suis concentré d'abord sur mon changement de carrière et il faut que ce soit un cheminement aussi personnel donc Tout à fait. voilà. Ouais, parce que c'est important en fait et puis après on peut être, politiquement investi sans forcément faire campagne, sans forcément être sur des listes, mais j'ai maintenant une petite carrière, on va Mmh dire. mh. Je commence à me faire mon trou un petit peu dans le domaine, du drag, en tout cas à l'ouest et c'est quelque chose qui me remplit de fierté et qui me donne aussi une mini plateforme, qui me permettrait effectivement d'être un petit peu plus, virulente, politiquement, quoi et même si ça prend que la forme d'un repartage de quelque chose à un moment donné, Ouais. beh, tant pis, ça prendra cette Ouais, ouais. forme-là, c'est pas un problème. Mmh mh. Mais parce que peut-être que j'aurai pas le temps pour faire plus que ça et c'est OK aussi de juste, bah, s'occuper de soi-même, en fait, hein. Mmh. Mais ça veut pas dire qu'on fait rien pour autant, quoi. Il y avait les Jeux de Bretagne, à Nantes et il y avait, l'élection de, Miss Queen Amande, donc avec le jeu de mots, Queen, pour Queen Amande. À quand Si, si, il ce y genre avait de choses pendant le festival interceltique? non, mais c'est clair, c'est clair. Alors, pour le coup, c'est la 3e année, des Jeux de Bretagne avec cette élection. Effectivement, Festival Interceltique, tu sais qu'on est déjà monté sur une scène du Festival Interceltique? On avait été invités, j'étais avec, il me semble que c'était Ambrosie et Nona de Dana. Donc Ambrosie qui maintenant est sur Paris et Nona qui a plus ou moins arrêté le drag, elle le refait de temps en temps, mais qui est, très, pour le coup très bretonne, Je la chope, du coup, elle, dans le podcast. en fait, l'association, alors je sais plus le nom, je suis vraiment désolé. L'association, LGBT de Lorient de l'époque, je crois que c'est plus tout à fait la même Ouais, aujourd'hui, il y a eu des nous changements. avait, mis en relation. Ouais, il y a eu des changements, hein. Ouais. Ils nous avaient mis en relation avec le pavillon, avec un groupe de l'île de Man, qui nous avait invités à venir sur scène pendant leur set, en fait et donc OK. on était restés sur scène, pendant quelques morceaux et en gros, ils nous avaient dit: «Bah, vous venez quand vous voulez, vous dansez avec nous et vous repartez quand vous voulez, mais il y a une chanson, on a vraiment envie que vous soyez là parce que c'est une chanson qui parle justement de l'ouverture, la tolérance et du monde queer, quoi». Ça avait été bien accueilli? Ouais, carrément. OK. Ouais, ouais, vraiment, on
on avait eu, des applaudissements de malades. Enfin, c'était vraiment OK, dingo. trop bien. Il y avait eu tout un truc là-dessus, J'aimerais bien que le festival interceltique, s'ouvre un peu, tu vois? S'ouvre un peu aux dragues et s'ouvre un peu à certaines cultures qui sont pas hyper, alors je sais que c'est un festival interceltique, mais je pense qu'il y a certaines communautés qui se sentent vachement exclues, en fait, de cet événement. mmh. Je trouve que c'est particulièrement dommage dans le sens où, c'est tu vois, il y a je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'était quand même le thème de la jeunesse celte Ouais, et bah, il se trouve que la jeunesse celte, enfin, si on regarde l'Irlande, si on regarde l'Écosse, Pays de Galles, la Bretagne, la Galice et tout ça, on a quand même une grosse communauté queer dans la communauté, celtique en fait oui, et dans la communauté de l'interceltique. oui, Donc du coup, c'est vraiment dommage de juste pas du tout donner la parole à ces gens-là. Enfin moi, je connais des gens de notre commu qui sont dans des bagades, je connais des gens qui sont dans des groupes de musique, je oui. connais des gens qui sont et en fait, on est là. J'aimerais voir des personnes racisées de la communauté. J'aimerais voir, moi je vais faire une formation en langue bretonne à partir de septembre. A priori, il va y avoir une femme, trans, tu vois, qui sera avec moi dans la formation. J'aimerais que ces personnes-là, aussi soient visibles dans le milieu breton et parce que ce qui ressort, c'est que oui, bah, Mmh. dans mon cercle de danse ou dans mon bagade, les gens s'en fichent, c'est un non-sujet. Alors je pense que c'est très relaxant pour les personnes de se dire: «Ici, je suis comme je suis et personne ne m'en parle» et effectivement, c'est un non-sujet, mais le fait que ce soit un non-sujet, c'est un peu à double tranchant, quoi. Du coup, Mmh. Complètement. on n'en parle pas et ouais, un stand, LGBT, enfin ou en tout cas de convergence des luttes ou Ah oui. d'intersectionnalité sur des événements, sur des gros festivals, moi ça me semble, important. Moi, je veux que la culture bretonne, elle soit ouverte. L'image de la Bretagne aujourd'hui, en fait, d'aujourd'hui, qui est quand même, relativement ouverte par rapport à d'autres régions françaises. Enfin, je suis assez d'accord dans le fait que, en fait, le fait que ce soit un non-sujet, c'est le but ultime. Mais le problème, c'est qu'on n'y est tellement pas encore Oui. qu'actuellement, on ne peut pas se permettre que ce soit un non-sujet. C'est comme les personnes qui disent, «Ah mais pour moi, cette personne, elle est pas noire ou elle est pas, d'origine maghrébine. Pour moi, c'est pas un sujet, je m'en fiche. Je ne vois pas la couleur de peau». Oui, mais en fait, en disant ça, tu occultes le fait que cette personne, au quotidien, on le lui rappelle en permanence, Un discours très privilégié, hein, de oui, pouvoir dire, complètement. «Je ne vois pas la couleur de peau» ou «Je ne vois pas l'orientation sexuelle» ou «Je ne vois pas l'expression de genre». Très privilégié parce que tu peux te le permettre, mais eux, non. On a besoin de nos alliés de toute façon, hein. Mmh. On a besoin de nos alliés, c'est indéniable et ils sont là et je pense que c'est une grande majorité de la population qui est en fait notre allié. Mais bah, c'est souvent une majorité très silencieuse parce que justement, effectivement, comme tu dis, ils ne voient pas de problème et donc du coup, c'est pas un sujet pour eux, quoi. Mmh Et mh. ils ont ce loisir en tout cas de pouvoir dire que c'est pas un sujet pour eux. Je vais, je vais te libérer. J'espère que le son, l'image, ça va le faire. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir, merci à toi. pour cet échange passionnant et puis écoute, je te dis, bah, Ben an distro quoi, à la prochaine, avec plaisir. Avec plaisir. Au Kenavo. revoir. Kenavo.